Les pinces du scorpion. Le revenant. Pourquoi pas Calchis? L'essentiel n'est-il pas d'imposer aux vagues confuses de mon souvenir une balise d'où les observer, pour découvrir un itinéraire dans un réseau de récifs où apparemment ne se présentent que crochets improvisés? Choix en un sens justifié, car si cette ville sans intérêt n'a peut-être joué aucun rôle, elle se localise sur carte, stable, en un lieu précis. Elle échappe au mouvement qui, depuis, fut ininterrompu et me permet de dérouler une histoire à partir d'un point d'origine. Pourtant, c'est au col que mon armature a craqué. Lorsque je descendais le sentier de chèvre en écrasant des graviers de marbre aux stries pâles et en repoussant de la main les branches des genêts blancs. Je soupçonnais des serpents parmi les pierres de la tour délabrée, la tour sombre entrevue, byzantine sans doute, et retournais chercher mon couteau dans la boîte à gants de la Triomphe pour couper une badine. Child Roland to the dark tower came. J'aurais dû m'en douter. La tour sombre pesait de sa masse de silence, lestée par l'ancrage des fantômes dans ses caves voûtées. Inatteignable, elle diffusait son rayonnement noir. Je descendais lentement, alourdi par la chaleur et les relents d'alcool. L'altitude avait allégé l'air, et même sous les pins, où la chaleur s'était condensée au long des heures pesantes, je respirais plus à l'aise. Peu à peu, j'échappais à la moiteur gluante de ces derniers jours. Mais les découpes claires des montagnes à travers les interstices d'une végétation foisonnante restaient trop lointaines et intermittentes pour m'ouvrir une libération. Le col participait encore de la plaine humide, et la rupture à laquelle j'aspirais ne s'était pas produite. Le plongeon dans la citerne de l'aubergiste m'avait laissé une vision distordue qui persistait. Je ne suis plus assuré de la malveillance du bonhomme. Il était fier de son potager bien irrigué, un exploit sur cette terre aride où la roche affleure, et voulait me faire les honneurs de son domaine, à grand renfort de gestes, puisque je ne parlais pas sa langue, et la margelle était étroite et moussue. L'eau noire, les lenticules collantes, le crapaud gris de fer qui avait filé en frôlant mes yeux m'avaient troublé. Passage dans un monde opaque et poisseux, trop proche de celui deviné au cœur de l'Euripe. J'étais tombé tête en avant, et l'aubergiste m'avait vivement rattrapé par la ceinture pour me hisser au soleil, un soleil noir clignotant sous mes paupières maculées de vase. Il avait fallu du temps pour les rincer à l'eau fraîche, et le ciel n'avait pas cessé d'être constellé de bestioles brillantes que j'essayais vainement d'éliminer. Le grec était désolé, le montrait, le clamait, et il alla jusqu'à m'apporter du savon et une serviette propre. Le chœur des femmes, de noir vêtues, accompagnait de ses lamentos funèbres ma boueuse émergence, comme si elle m'avait cru à jamais englouti. Je craignais ces piaillements que je redoutais ironiques, mais il est probable que la cocasserie de la situation l'aurait emporté sur le désagrément si je n'avais traîné cette bouche pâteuse et ce mal de tête latent, accrochés par des liens tenaces, pour avoir trop bu à Calchis. Et voici que je recommence à remonter le passé. Interrogeant chaque épisode, je le recompose à travers le filtre d'une expérience antérieure, et j'explique en déroulement ordonné des éléments discontinus et chaotiques aux rapports incertains. Pourtant, il était séduisant d'élaborer une suite logique à partir de la lettre que l'inconnu m'avait demandé de remettre en main propre quand je passerais par Genève. Il doutait probablement du secret de la correspondance dans ce pays, même sur des sujets privés.
Lorsque nous avions engagé conversation à cette table de café devant le RIP, il m'avait séduit, malgré mon agacement, quand le patron m'avait presque imposé sa présence. Les autres tables étant occupées, un refus eût été une grossièreté à laquelle je ne pouvais me résoudre. Mais il m'avait tout de suite déridé par je ne sais quel charme abrupt, et bientôt captivé. Indifférent à l'archéologie, aux paysages, aux humains, il envisageait la Grèce comme un problème technique de communication. Le tourbillon de l'Euripe disparaissait, et le pont trop étroit qui reliait seul l'île au continent occupait tout l'espace. L'âpreté beige des montagnes au volume plein s'effaçait. N'existaient plus que les pentes trop rudes pour les voies ferrées, les pluies torrentielles, les éboulis, les glissements de terrain, les difficultés de soubassement. Il me parlait de la chaleur qui fait gonfler l'asphalte et fondre les joints de dilatation, des séismes qui secouent les fondations des ouvrages d'art, des aérodromes trop encaissés. Peu à peu fasciné, je découvrais un pays étrange, neutre, traversé de lignes et de courbes soudain brisées qui s'entrecroisaient en perçant une matière hostile. Un pays creusé à la dynamite, labyrinthique et dur, étranger à la Grèce rêvée par les humanistes qui m'avaient été enseignés à Harrow. Mais comment cet homme intervient-il dans ces séquences incohérentes, sinon sous l'effet de mon imagination exacerbée par les chocs du soleil? J'avais bu trop de bière, bien qu'en connaissant les effets dans ces climats torrides. Elle était fraîche et j'avais soif, de plus en plus soif à mesure que les heures passaient, que le cercle jaune suivait sa courbe dans ce ciel immuable, et que je n'étais plus certain que ma table, pourtant soigneusement choisie sous un auvent, n'allait pas s'illuminer brutalement et me contraindre à quitter la terrasse, car toutes les autres tables étaient encore occupées et je voulais être seul. J'attendais pour voir le courant s'inverser, ainsi qu'il advient, paraît-il, plusieurs fois par jour, et je ne distinguais rien que de lents tourbillons ovales noircis en taches sur le plan gris de l'eau. Qui aurais-je appris? Ce n'eût été sans doute qu'un spectacle pittoresque à cataloguer dans une mémoire déjà bourrée, une fiche supplémentaire à tirer au moment opportun, collectionneur du monde, comme d'autres entassent les faïences anciennes. À moins que je n'aie espéré davantage. La Renaissance des temps estompés où Aristote, désespérant de rien comprendre au phénomène, s'était jeté dans les eaux impénétrables de cet Euripe menteur. L'histoire est apocryphe, bien sûr, et j'ai appris sa fausseté en même temps que son existence. Cependant, pour médiévale qu'elle soit, sans doute, elle introduit la présence des dieux inexplicables et fantaisistes, aux inscrutables desseins, rythmes profonds dont le sens est indéchiffrable pour les mortels, forces autres que celles mises en ordre causal par notre intelligence. Mais les dieux se cachent sous les vedettes qui traversent diagonalement le détroit, confiantes en la puissance de leur moteur dont l'appareillage technique a refoulé les immortels au fond des eaux. Et je ne voyais rien, spectateur immobile et attentif d'un service dissimulé derrière les rideaux du temple. Et plus je buvais, plus je pensais que le voile allait s'entr'ouvrir, puisque sur la côte d'Attique, les bicoques miteuses parsemées à flanc de colline commençaient à se balancer, et bientôt s'effaceraient, annulant les taches barbouillées par les hommes. Et le ciment de la rambarde réverbérait la lumière homogène, annonciatrice dans sa férocité indifférente de l'épiphanie que je souhaitais, me semble-t-il maintenant. La promenade était nue, et déjà je n'entendais plus le caquetage des conversations autour de moi. Rien ne s'est produit. Je reste toujours à la porte du temple, ignorant la question à poser, ne serait-ce que du regard. Aurait-il donc été nécessaire de plonger dans l'eau hermétique? Et me vient la pensée que tel était le but du suicide mythique d'Aristote, se joindre et s'assimiler aux divinités fondamentales.
Je ne le pouvais, figé dans ma pose de spectateur par une éducation inflexible qui a dressé mes membres à suivre les ordres d'une volonté programmée, bipède verticale jusqu'aux orteils, isolé dans ma carcasse cernée de contours précis. Quand le soir moite est tombé, quand les lampadaires d'acier ont découpé dans l'eau noire leurs lignes rigides, je me suis retiré, abandonnant la lutte silencieuse, pour me mêler à la foule soudain rassemblée qui déambulait en mouvement mou de molécules agglutinées au bord d'un Eurip qui fut sacré, parodie dérisoire des pulsions internes des flots. Je n'ai rien tiré de ces lieux incolores, et la solitude m'avait embrumé sans me libérer. La bière poissait ma cervelle, et j'aspirais à l'air des montagnes boisées, à la limpidité purifiante dont l'eau claire entraînerait les miasmes lourds et adhérents pour les dissoudre dans le vide éthéré, les enlever en tourbillon et les brûler au feu de l'empyrée. Et moi, neuf à nouveau, je marcherais léger au long des sentiers caillouteux vers la blancheur matinale. Je souhaitais cette fraîcheur baptismale, en titubant dans un dédale de ruelles aux façades plates, toutes identiques, vers le havre de la triomphe, qui allait m'emmener loin de ce creux pétri d'échecs. La TR, qui absorberait à l'abri du cockpit mes jambes, prolongées par les culasses et les pistons, dans l'arbre de transmission, jusqu'aux roues motrices. Mais qu'importe cette recherche hasardeuse et lente d'un début, et qu'importe l'homme ressurgi de la nuit chaude pour me confier inopinément cette lettre que j'ai envie de déchirer sans la lire, en menus morceaux que je jetterai par-dessus bord en les regardant essaimer sous la brise et se perdre dans l'immense traînée d'argent étale sur la mer. Ce n'est qu'histoire d'ivrogne, incapable de résister à une sollicitation dont je ne sais pas même si elle était pressante. Inapte en tout cas à se pencher sur rien d'autre que ses propres nausées, et dont la main se refermait d'instinct sur tout ce qu'on lui glissait entre les doigts. Cette nuit, enfin, j'échappe à la poussière blanchâtre qui refluait en nuages au moindre ralentissement, nous enveloppait et se déposait sur nous. Couche impalpable mais vite collée, au point de composer un masque tendu, élastique et résistant. J'avançais sur cette route devenue piste défoncée. J'avançais au ralenti dans l'attente de pierres et de nids de poules redoutables pour les essieux et la suspension. J'avançais, je ne sais pourquoi, car il eût été plus sage de rallier le continent et de remonter vers le nord en suivant l'autoroute, au lieu de faire chauffer le moteur et de m'inquiéter à la vue de l'aiguille oscillant aux alentours de la redoutable zone rouge. J'avançais par habitude d'avancer, par besoin de mouvement, et surtout par horreur de revenir en arrière. Je m'égare. Je ne cesse de m'égarer au sein de cette succession d'images reliées seulement par la permanence d'une sensation d'inconfort, de décalage entre les faits et les gestes. Mon désir de promenade solitaire dans les pinèdes s'était évaporé et les vertes prairies du Sussex devenaient mirages d'un Éden improbable. Quand je les ai vus depuis le sentier, très bas au-dessous de moi, penché sur la triomphe décapotée, j'aurais dû descendre à la rencontre de ces deux hommes dont les costumes de tergale témoignaient qu'ils n'étaient pas des maraudeurs. C'est le coffre arrière soulevé qui m'immobilisa, confronté à une effraction. Encore que maintenant, je me demande s'il ne s'agissait pas d'un mirage provoqué par les rayons obliques du soleil. Mais sur le coup, je n'ai pas douté. Quand le plus grand des deux a pénétré dans la hutte, tandis que l'autre se dirigeait résolument dans ma direction, je n'ai pas douté de leur hostilité, due à une raison indéterminée et d'autant plus inquiétante, car ce n'est que plus tard que j'ai pensé à la lettre. Je crois. Je ne suis plus certain. Peut-être le souvenir se tapissait, enfoui. Pas d'armes,
Pas d'homme pour exécuter mes ordres. La hutte, conique comme un wigwam, s'appuyait contre un pin, excellent abri pour surveiller les mouvements autour de la Triomphe. Des professionnels. Et celui qui gravissait la pente en avait la silhouette lourde et râblée. Et je ne bouge pas. Je sais qu'il n'a pas de cou. Une nuque droite bourrelée de muscles, rattachée directement aux épaules. Il veut me tuer à son tour, remonter des eaux sombres d'un passé que j'avais cru aboli et qui colle à la peau. Je l'ai tué par haine, camouflée sous le vernis de l'honneur militaire. Par haine pour la brutalité au cerveau vide de ce soudard tout en muscles. Mais c'était un bon soldat. Et il se trouvait maintenant sous mon commandement. J'aurais dû oublier le reste. Les cris étranglés des suspects interrogés sous l'œil bienveillant du capitaine. En violant la fille dans cette pièce nue et blanche, il ne faisait qu'user d'un droit immémorial de la soldatesque, qu'elle admettait, puisqu'elle restait allongée sur les carreaux, passive, consentante. D'ailleurs, pourquoi ont-ils tendu cette embuscade absurde, tué le capitaine et 5 hommes? Ils récoltent ce qu'ils ont semé, et la fureur de mes hommes se justifie. Il aurait pu aussi bien l'éventrer, et il se contente de la violer. J'essaye avec 2 sergents d'arrêter le massacre, et le massacre me prend à la gorge. Je sors mon revolver et lui tire une balle dans l'oreille. Je ne vois que sa nuque et son dos qu'un spasme soulève. La fille s'est redressée en rabaissant sa jupe, les yeux fixes, élargis, terrifiés devant moi, moi qui viens de la sauver. 2 yeux immenses, noirs et profonds, et je la hais. Je voudrais avoir mon stick en main pour balafrer le visage à la peau trop lisse d'une entaille indélébile, et je cherche une cravache. Elle ne remue pas, stupide, paralysée, chose à tout faire pour laquelle je viens d'abattre un de mes hommes. Elle ne baisse pas même le regard qu'une épouvante imbécile fige en cercle. Je sors dans la ruelle où hurle encore un blessé. Il fallait enrayer la tuerie, où ils auraient anéanti la population du village. Mes supérieurs m'ont approuvé. Enfin, ont approuvé une version des faits à peine aménagée. Et il est vrai que j'ai failli être abattu par certains soldats que la rage aveuglait. Et j'ai vite été promu capitaine. J'avais suivi les instructions. Une simple badine aurait suffi pour marquer à jamais ce beau visage, l'entamer, le défigurer. Et je n'avais pas de badine. Un fouet, une lanière quelconque. Et il n'y avait rien dans cette maudite pièce. J'ai pu fuir pourtant, mais je grimpe trop vite, et cette agitation ridicule me fait halter. J'ai perdu mes pouvoirs, seul, désarmé, et j'ai peur. Mon salut se condense dans la Triomphe rouge, devant les vallonnements brumeux du Sussex, mais je sais que je ne déboucherai pas sur la route de Dorking au prochain détour de ce sentier sinueux. Des cailloux glissent sur la pente sèche. Je monte plus vite, trop crispé pour ménager mon souffle. J'attends l'impact de la balle du fantôme entre les 2 épaules, qui frappera comme une pierre, et je m'affalerai sur le ventre, le menton dans les gravillons aux arêtes tranchantes. La grande peur blanche, non la panique, puisque je ne commets pas l'erreur grossière de courir bruyamment.
Rien d'autre que la peur fascinante et nue d'être seul face aux forces de l'Éreb, sans moyen de défense où me retrouver. Soudain, le chemin déboucha sur un plateau. Le sentier longeait une falaise. Je reprenais possession de mon souffle et courais presque, parallèlement à la faille. C'était une découpure très nette, si exactement à pic, si bien tranchée, qu'il aurait fallu faire saillie dans le vide pour en apercevoir l'intersection perpendiculaire à la vallée arbustive, si loin en bas. Vide, vertigineux, jusqu'à l'uniformité cendrée des couronnes d'oliviers. Tapis monochrome, tentateur, qui offre l'oubli, le repos. Les mains puissantes du fantôme pèsent sur mes épaules, m'inclinent lentement vers la faille. Une grosse masse pierreuse, approximativement sphéroïdale, repose sur une bosse de terrain, toute proche, en équilibre instable, ultime recours contre la pesanteur de l'ombre. J'y appuie ma main. Le roc bouge, gratte le sol pulvérulent, retombe, se meut à nouveau vers la faille. À mes pieds, dans un trou que la sphère assombrissait, un gros scorpion a remué. Les pinces se déplacent avec prudence, et l'aiguillon de la queue se recourbe en menace. Je l'ai troublé en l'éclairant violemment d'une lumière inattendue qui le surprend. Mal à l'aise, il amorce un cercle vite interrompu. La carapace luisante brille de reflets bleutés, métalliques, à côté de mon pied droit, nu dans l'espadrille. Laisse monter au jour ce que tu as vu dans ta nuit. L'injonction de Friedrich, cataracte dans mes oreilles. Le scorpion me regarde, soulevé de la nuit enveloppante. Je pousse la pierre qui débute une révolution aussitôt avalée par le vide dans lequel elle s'engloutit d'un coup, sans même rebondir sur la paroi lisse. Simultanément, je saute de côté. Le scorpion a disparu. En deux enjambées, j'entre dans le bois. Mais j'ai déjà commencé à hurler, d'un hurlement rauque qui m'écorche la gorge. Et ce cri de terreur d'un suicidé par procuration, issu du larynx, des poumons et, plus encore, du ventre, concentrant la tension des muscles et des nerfs, monte, aigu et encore plus aigu, tandis que la sphère que je ne vois pas accélère sa vitesse et se brise sans que je sache si mes tympans meurtris par ma propre violence enregistrent l'explosion sourde du bloc fracassé. Je cours à travers le bois de pin. Le poursuivant perdra du temps à se glisser par des sentiers détournés jusqu'au pied de la falaise pour s'assurer de mon écrasement. Il n'est sans doute pas pressé, persuadé avec raison qu'il sera immanquablement averti de la présence d'un étranger à pied parmi les montagnes, par le menu peuple qui fourmille dans ces régions apparemment vides. Combien de fois, me croyant dans un espace désert, bordé de rocs et de bois, recouvert d'une végétation basse, désespérément basse et hostile, j'ai aperçu un âne chargé de fagots, accouplé à une tache sombre et tassée, faisant trop corps avec la terre pour être distingué avant de se découper sur une ligne de crête. Mais eux m'avaient depuis longtemps discerné, encadré, identifié enfin, pour conclure que j'étais inoffensif et ne justifiait pas un écart de l'itinéraire invisible et immémorial qui les ramenait à leur bâtisse de pierre sèche. Depuis l'écrasement du rocher dans l'abîme de la vallée, la sensation lourde de m'enfoncer dans la confusion se dissipait peu à peu, s'ordonnait en jeu tactique créant ses propres règles. J'ai traversé le terrain découvert, jambes fléchies, torse incliné presque à l'horizontale, rencontré la route ainsi que je l'escomptais, et suivi dans le fossé la ligne de pente. Des buissons d'acanthe formèrent bientôt un écran protecteur, et plus tôt que prévu, j'entrevis à travers leur feuillage piquant la TR6 au repos. Aplati sur le biseau du fossé, je calculais.
Il me fallait à tout prix fuir la présence du fantôme. Sortir de la poche le trousseau de clés, isoler la clé de contact, serrée fortement entre le pouce et l'index droit, dentelure vers le bas, de façon que la pointe d'acier pénètre sans retard dans la fente sous le tableau de bord. Il sera bon de sauter par-dessus la portière pour éviter une immobilisation contre la carrosserie. Repère précis, l'axe de la voiture étant orienté dans la direction de la cabane. Ramassé sur moi-même, je cherche du talon droit contre la pente du talus une cale solide. J'y prends appui, tendant doucement mes muscles, jusqu'à ce que la plante du pied se confonde avec le rocher, emmagasinant son énergie latente pour la convertir en bond. L'espace s'allonge, et ma trajectoire se développera en couloir étroit creusé dans une totalité pleine. Les entrées des enfers ont de tout temps été aussi obscures que celles de la cabane. La roche propulse violemment la pointe du pied. L'aiguille du compte-tour bondit, dépasse les 5000, et la plateforme bascule en arc de cercle sous le grattement des pneus qui arrachent la mince couche de terre superficielle. Je relève le pied, le sol s'aplanit. Ma main tombe sur le levier de vitesse et j'enclenche la seconde. La route est devant moi, à angle droit. Au-delà de l'étroite bande empierrée, le talus se dilate, énorme. Je braque à droite, vers la vallée, collé à la ligne de roc bordant la route. Les roues arrière décrochent et la TR se balance diagonalement sur la piste étroite, roue motrice vers le vide. Les mains se détendent sur le bois du volant, relayant les connexions cérébrales qui ne jouent plus qu'un rôle de spectateur détaché. Elles contrebraquent d'un mouvement à peine perceptible et mon corps d'acier chavire dans l'autre sens, capot pointé en direction de la chute. De nouveau, un glissement infime du volant. L'ensemble métallique va récupérer son poids accru par l'énergie accumulée au cours de ses volts et se lancer presque de face sur le roc. Le pied écrase l'accélérateur, et le bruit suraigu du moteur lancé au-delà de ses limites se mêle au crissement des graviers éparpillés. Le tangage a cessé, et la TR6 suit une trajectoire parallèle au bas-côté. Je relâche la pédale, freine doucement pour cisailler le tournant, et la docilité des réponses me réintroduit dans la cohérence. La pente peu marquée me permet de passer en troisième. Je n'ai pas entendu de détonation. C'est bien ainsi que tout s'est déroulé. En me préparant dans le fossé, l'action seule modelait gestes et pensées. Et lorsque je vis leur gros Opel stationnant de guingois, 2 roues dans la rigole qui longeait la muraille rocheuse, j'ai bloqué la course de la Triomphe. De 2 gestes secs, j'ai crevé au couteau 2 pneus et suis reparti vers la vallée dans un état d'exaltation depuis longtemps oublié.